Bonsoir, bonsoir ou rebonsoir. On est toujours sur Parole d'honneur pour la perme de la semaine. La première d'une nouvelle saison, hein, c'est comme les séries, hein, c'est la nouvelle saison. Ça. Dans un nouveau studio. C'est la saison combien, 5, non chers amis? Plus que ça, non? Plus que ça, ouais. Ben, on est content d'être là et on va pouvoir parler de cette actualité quand même assez dense là. Hein. Et puis ensuite, on va recevoir le collectif Guerre à la guerre, puisqu'il y a une semaine de mobilisation dans quelques jours par rapport au Salon du Bourget, le salon de l'armement. Donc on va pouvoir en parler avec eux. Et en attendant, ce soir, on a Marlène avec nous. Salut Marlène. Salut. Ça va? Ça va. T'arrives de ton footing? Un peu, ouais. Alors toi, tu es militante anti-impérialiste. Tu es aussi militante au sein de l'AFI. Oui, je suis également dans le cadre... Parle dans le micro. Je suis également dans l'interorganisation Guerre à la guerre et dans Faire Bloc, Faire Peuple. Ouais, t'es un peu partout, quoi. Partout, il faut être. Pas partout, On essaie. Bienvenue en tout cas. Merci. On a aussi Youssef Boussouma, toujours là, nouveau studio, mais on garde les vieilles branches. C'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures soupes. C'est vrai. Donc, bonsoir à tout le monde. Et c'est très émouvant parce que c'est, comme je le disais, la première d'une nouvelle série. Ici, voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Et je pense qu'on va faire du bon travail. Et bonjour à vous, donc, chers amis qui nous suivez. Et bonsoir au chat aussi. Ouais, bonsoir au chat. Et bonsoir Yazid. Salut. Alors toi, tu étais juste avant avec Pascal Boniface. Ouais, hein. C'était très bien. Très intéressant. Moi, j'écoutais... C'était court mais intense. Non, c'était super. Ouais. Et vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube. On va la mettre, je pense, demain ou après-demain sur YouTube. Alors, on est là pour parler de ce qui s'est passé cette semaine, puisque, vous le savez certainement, vendredi 13 juin, il y a quelques jours, alors que le génocide à Gaza continue, alors que le blocus n'est toujours pas levé non plus, Israël a lancé une série de frappes aériennes et de drones contre l'Iran. Alors, il y a eu... Alors, on va pouvoir en parler, juste j'installe la situation pour les gens qui n'ont pas tout bien suivi, ça va tellement vite. Donc il y a eu ce jour-là plus de 70 morts en Iran, dont des responsables militaires et scientifiques. Et en réaction, l'Iran a déclenché l'opération True Promise 3, donc avec un envoi massif de drones et de missiles balistiques vers Israël. Ça fait quelques victimes. Et puis depuis, ça continue tous les jours. Alors vous avez essayé de nous analyser un petit peu la situation, parce que je pense que les gens aussi ont besoin d'analyse sur la question. Et pour commencer, j'aimerais vous faire réagir sinon, on va le mettre à l'écran, et moi, ils vont pas le voir? Non, mais moi, oui. Je le vois où? C'est-à-dire que si... Allez, d'accord, alors on va c'est pas grave. C'est le député Younous Omarji, donc qui est député député France Insoumise, et donc qui a fait une déclaration. Il a dit « Il faut être dupe ou de mauvaise foi pour ne pas comprendre que frappant l'Iran, l'objectif de Netanyahou est d'ouvrir un front de diversion. Téhéran, monstre utile, permet de détourner les regards de Gaza, d'étouffer la marche contre le blocus, de reporter à s'inédier la reconnaissance d'un État palestinien par un certain nombre de pays, dont la France, et permet à Israël de continuer aussi en toute impunité les crimes contre le peuple palestinien. » Alors, est-ce que vous pouvez commenter peut-être ce qu'il dit, prolonger ou le contredire, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Enfin, donc c'est très bien ce qu'il dit. Globalement, évidemment, on va être d'accord. Mais ce n'est pas qu'une diversion. Évidemment, ça fait diversion. Évidemment, ça fait diversion. Et malheureusement, ça permet effectivement d'oublier le génocide en cours. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un génocide. Ça permet de faire oublier le génocide en cours. Alors c'est vrai, il y a aussi autre chose. C'est que ça permet aussi à Netanyahou surtout de se maintenir en place. Puisqu'il est né dans la guerre, il ne peut vivre que par la guerre. Ça, c'est un peu de toute façon la raison d'être de l'entité sioniste, d'une façon générale. Donc Netanyahou, c'est évident qu'à son petit niveau, c'est se maintenir au pouvoir par la guerre. Et donc il va essayer de multiplier les guerres pour pouvoir évidemment rester au pouvoir, pour pouvoir garder sa coalition et autres. Cela dit, la guerre contre l'Iran est quelque chose de très ancien, de structurel.
c'est abattre le dernier obstacle qu'il y a pour la domination absolue de l'impérialisme et du sionisme dans la région du Moyen-Orient, et c'est dans l'Asie occidentale. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Après l'Irak, après la Libye, après la Syrie, d'une façon ou d'une autre, la Syrie bien sûr aussi, qui est devenue un boulevard pour l'armée israélienne, et bien maintenant c'est l'Iran. Alors l'Afghanistan bien sûr, l'Afghanistan, mais disons que le Liban, oui, mais disons qu'en tant qu'obstacle historique, structurel à l'expansionnisme, impérialo-sionisme, c'est vraiment ces trois pays qui comptaient surtout, c'était l'Irak, la Syrie et l'Iran. Hein. Alors l'Égypte a été complètement éliminée depuis Gandhi, de toute façon elle s'est auto-éliminée, et donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, on va y revenir dessus, je vais vous laisser donner vos points de vue, mais c'est juste pour dire que c'est aussi abattre l'Iran est un objectif. L'Iran aujourd'hui est un... Alors quoi qu'on pense du régime iranien, hein, on n'est pas là pour... voilà, on est clair, on n'est pas dans l'affect ou autre, on peut penser absolument ce qu'on veut. Il y a des tas de régimes d'ailleurs sur Terre qui sont même sans doute bien pires que le régime iranien, mais on peut parfaitement penser. Ça ne retire rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, globalement, les Iraniens ne dansent pas de joie dans les rues. Il y a peut-être pu avoir des choses comme à droite, mais les Iraniens sont des patriotes, et on le voit bien. Et là, le but, c'est faire éclater l'Iran, et je dirais même plus aussi, il y a aussi une véritable guerre de civilisation. Une guerre de civilisation de l'Occident. C'est le dernier pays multinational, l'Iran, qui tient encore, bien sûr, l'Irak c'en était un, la Syrie, etc. La Turquie c'en est encore un, donc c'est un des derniers. Et je dirais c'est même une sorte de contre-modèle. Mais on va revenir dessus. Donc voilà, c'est une véritable guerre, c'est pas simplement, et ça va être une guerre de longue durée. Et je tiens à dire une chose, c'est que c'est pas Netanyahou, c'est vraiment Trump et Netanyahou. Hein, faut retirer, et il y a eu un jeu entre eux. L'attaque n'aurait pas pu être possible sans, on le sait maintenant par Associated Press, l'agence qui a révélé que quelques jours avant, eh bien, en toute discrétion, les Américains ont livré 300 Hellfire, ce sont des bombes très importantes, hein, des bombes Hellfire qui ont permis donc de frapper. Le but était comme dans l'Irak en 2003, c'était choc et stupeur, hein, et quelque chose comme ça, choc et stupeur en anglais. Le but était de frapper vite, très fort, et l'idée c'était d'empêcher toute réplique. Mais on va revenir dessus. Ce qui n'y a pas là. On va en parler. Oui, c'est ça la différence. Très important. Oui, bien sûr. Et les moyens, sans doute. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est alors le lien avec la Palestine, il est clair, puisque c'est l'Iran, le dernier rempart, le dernier pays qui soutient la lutte palestinienne. Concrètement. Vas-y, Yassine. Je partage totalement l'analyse sur le fait que, en fait, Netanyahou, il a un objectif depuis des décennies. Enfin, ça fait. Israël en général. Ouais, je regardais encore. Oui, Israël, mais en particulier Netanyahou, oui. Ça, il fait partie des plus déterminés contre le régime iranien, d'ailleurs contre lequel il a les mots les plus durs depuis au moins 30 ans. C'est la tête du serpent. C'est son expression, l'Iran est la tête du serpent. Oui, et puis il a largement adhéré à la rhétorique de l'axe du mal, et puis en fait il a ouvertement appelé, y compris d'ailleurs devant le Congrès américain, j'ai vu des archives qui datent depuis des années 2000, où il appelle explicitement au changement de régime, regime change. C'est ça, il a appelé les Iraniens... Donc c'est pas une diversion au sens où en fait ça serait un objectif qui s'est arrivé sur la table par hasard. Et je partage aussi l'analyse selon laquelle en fait c'est un objectif, donc le changement de régime à Téhéran, qui est partagé largement par Donald Trump. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant sa première arrivée au pouvoir en 2017, il y avait un accord qui avait été signé par la France, par les principales puissances européennes et occidentales et par l'Iran, qui devait aboutir à la sortie de crise sur la question du nucléaire. C'est lui qui a déchiré cet accord. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe, parce que, en fait, l'Iran, contrairement quand même à Gaza et contrairement au Liban, a du répondant. C'est ça qu'il est intéressant de voir. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, il me semble qu'on est aujourd'hui, là, sur les 24 dernières heures, il y a une vingtaine d'Israéliens qui sont morts. Et il y a des dégâts non négligeables sur le... Ce n'est pas du tout la même que celle que l'Iran avait fait après le 7 octobre. Absolument, ça n'a oui, rien à voir. Absolument. Il y a des dégâts concrets. On voit des vidéos, on voit des scènes à Tel Aviv qui ressemblent un peu à ce qu'on voit à Gaza depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Des immeubles effondrés, effectivement. L'Institut Weizmann. Qui est un grand institut de recherche très très important en Israël. Hein. Absolument. De recherche scientifique. En fait, ça vient quand même écorner l'idée d'Israël qui serait intouchable. Donc c'est là où en fait ça va quand même amener des discussions de fond entre Israël et ses partenaires,
En l'occurrence, moi je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment évolue la position de Donald Trump. En tout cas, hier, les positions qui ont été les siennes, ça a été quand même concrètement de dire, c'est entre vous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'entend pas, parce qu'en fait, Netanyahou a envie, évidemment, d'embarquer les Américains avec lui dans le combat, parce que, dans les faits, ça amène la guerre totale que Netanyahou voulait exactement, à laquelle il voulait aboutir. Mais pour l'instant, il me semble que Donald Trump, il ne va pas aller dans cette direction, parce qu'il est aussi, je pense, pas totalement idiot, et il voit bien comment se sont passées toutes les expéditions armées avec troupes au sol, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, que les Américains ont consenti sur les dernières années, systématiquement des échecs totaux. Et là, d'autant plus qu'avec l'Iran, on parle d'une puissance quand même militaire et potentiellement atomique de grande envergure. Donc, considérant en plus qu'on est sur une société, la société israélienne, qui a un seuil de tolérance à la douleur et à la souffrance et à la mort qui est très bas, je ne suis pas certain qu'Israël puisse durer non plus très longtemps dans cet engrenage qui s'est engagé à partir de vendredi. Il faudra voir. Là, je sais que là, j'ai reçu un message en me disant qu'il y avait des attaques en cours. Les Iraniens, là, actuellement, sont en train d'attaquer. Attaques en cours, oui, en Israël et puis aussi en Iran. Ah, bien sûr, avec des descriptions très importantes, bien sûr. On commentait juste avant que la télé iranienne avait été frappée en direct. Marlène ? Ouais, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Yazid, notamment de la réaction des États-Unis. Alors moi, j'ai vu ça. J'ai vu que la CIA avait dit que l'Iran n'était pas en train de construire un programme nucléaire et que Khomeini n'avait pas autorisé l'augmentation de l'enrichissement en uranium. Du nombre de centrifugeuses. Oui, des centrifugeuses qui s'est arrêté en 2003. Donc on a là en fait un rapport de la CIA qui dit que l'Iran, d'une certaine manière, n'a pas enrichi son uranium et donc il a de manière ou d'une autre respecté le droit, ce qui avait été convenu dans le cadre de l'AIEA. Néanmoins, il y a un rapport de l'AIEA qui contredit la version de la CIA, donc ce qui est quand même assez étrange, rapport de l'AIEA qui a été signé ensuite qui a été mis en avant par le P3, donc la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour justement dire que l'Iran ne respectait pas cette position. Donc on a quand même, on a là des clivages assez intéressants au sein de l'administration américaine qui montrent que finalement Trump ou les États-Unis, je pense que tu as raison sur ça. Mais la date, tu sais de quand date ce rapport de l'AIEA? Parce que l'AIEA en même temps, si je peux me permettre, a toujours précisé que les installations nucléaires iraniennes ont toujours été visitées. C'est-à-dire qu'on nous fait croire dans l'information que ce serait complètement opaque, mais c'est absolument. Les Iraniens ont toujours laissé ouvertes les portes, au contraire. Donc c'est pour ça qu'on est dans un mensonge colossal, encore une fois, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il est bien possible qu'il y ait même eu des pressions sur l'AIEA pour qu'il y ait un rapport qui infirme. Mais non seulement cela, mais il faut quand même, quand les Iraniens disent qu'ils ne sont pas intéressés par l'arme nucléaire, c'est vrai. C'est pas une plaisanterie. C'est-à-dire que c'est pas. Il le dirait d'ailleurs. On sait que cette doctrine, c'est une doctrine qui vient de l'islam en plus. C'est pas. Alors on peut en penser ce qu'on veut. On peut être d'accord, pas d'accord avec encore une fois le gouvernement iranien. Mais c'est vrai que Khomeini et les musulmans en général. Enfin, il y a eu des docteurs de la loi, comme on dit, qui se sont intéressés sur l'arme nucléaire depuis très longtemps dans l'islam, aussi bien sunnite que chiite, et qui précisent que l'arme nucléaire est une arme diabolique, est une arme absolument diabolique et qu'elle est absolument à proscrire. Vous savez qu'il y a un droit de la guerre qui existe dans l'islam, qui vient surtout de l'époque du prophète. Ce droit de la guerre, c'est par exemple, on ne tue pas les prisonniers, mais c'est véridique, ça, c'est pas une plaisanterie, c'est pas pour faire bien. Et d'ailleurs, il a été mis en application par Nasrallah au Liban, d'accord. On ne tue pas les traîtres, même les traîtres, on ne les tue pas parce que c'était des rapports claniques, etc. Et quant à l'arme nucléaire, elle a été déclarée arme absolument à prohiber. C'est très important. Donc, c'est pas une plaisanterie quand l'Iran dit. Donc, c'est quoi ce mensonge qui consiste à faire croire que l'Iran constitue un danger, alors que le vrai danger... Les frappes ont été qualifiées de préventives par le gouvernement israélien, même les déclarations officielles, concept tout à fait inédit du droit international, les frappes préventives. Vas-y, continue, Marlène. Oui. Mais comme la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'était une guerre préventive. Bien sûr, oui. Mais en droit international, c'est vrai que la notion, elle est apparue avec la guerre en Irak. Jusqu'alors, on n'avait jamais vu ça.
Mais elle n'a jamais été acceptée par le droit international. Jamais. Non, non, ça n'existe pas. Pas je veux dire, dans la doctrine militaire. Dans la doctrine militaire. C'est pas pareil. Non, Ouais. oui, Bien sûr. Mais il y a 3 cas dans lesquels on peut faire la guerre pour le droit de la guerre. Hein. On est agressé. Oui, c'est ça. Et puis il y a la proportionnalité, etc., etc. Mais l'histoire de la guerre préventive, c'est Israël qui l'a introduite, cette guerre préventive. Et j'aimerais vous dire une chose, ça date même de 47, parce que moi j'ai trouvé ça en 47. Déjà à l'époque, les sionistes parlent d'attaque préventive. Ils appellent ça défense préventive. Et c'est un truc incroyable. Non, non, l'Iran n'a jamais été intéressé, donc c'est un mensonge colossal. Et pire que cela, c'est Israël qui en a la totale illégalité. Le nucléaire israélien a été permis par la France à partir de 56. La centrale de Dimona, que certains Iraniens disent il faudrait la bombarder, a été mise en place par la France de façon totalement illégale. Et c'est ensuite les bombes nucléaires israéliennes ont été expérimentées en Algérie, dans le Sahara, par la France, absolument, c'est le fameux plan. Hein. Et d'ailleurs, ça a même été expérimenté également sur des prisonniers du FLN pendant les guerres d'Algérie, ça faisait partie des... Hein. Et donc, c'est totalement... Et c'est Israël qui refuse d'être visité par l'AIEA. C'est ça qui est incroyable. Alors, c'est important de dire ça parce que Israël s'est doté de l'arme nucléaire par effraction. Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire et accepte régulièrement effectivement des visites de l'AIEA sur ces dispositifs nucléaires, ces centrales notamment. Que Trump a dénoncé l'accord. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Donc oui, effectivement, là, je pense qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est un peu l'éternel recommencement parce que ce qu'on voit là, en fait, le discours qui a été servi pour justifier l'attaque de l'Iran, c'est le même qu'on avait en Irak en 2003. C'est le même. Ça se base sur un mensonge qui va générer l'adhésion de toutes les... Alors, en 2003, c'était un peu plus compliqué pour les Américains parce qu'ils n'ont pas eu, par exemple, l'adhésion des Français. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même incroyable de voir que... Je vois quelqu'un dans le chat, parce que c'est vrai que là, vous parlez aussi de comment la France perçoit ce qui se passe. Alors, c'est un peu grossier ce qu'il dit, mais après, le gouvernement iranien tue des meufs parce qu'elles portent mal le voile. Gouvernement iranien, gouvernement israélien, tous des gros fachos en réalité. Ça, c'est ce qu'on entend. Oui, écoutez, c'est ce qu'on entend. On peut passer à un dessin animé maintenant, non? Parce que je pense que c'est à ce niveau, non? Je veux dire, on est en train de... Vas-y. Non, du coup, j'étais en train juste de parler de... oui, on parlait du fait que le front, à l'époque de 2003, était pas aussi uni qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut quand même insister sur le fait que Macron, ce week-end, il a pris position pour expliquer que, en cas d'offensive sur Israël, la France serait tenue d'apporter son soutien à un Premier ministre dont il faut quand même rappeler qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Un petit élément par rapport à la guerre en Irak. Il est vrai que la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg en fait, se sont opposés à cette guerre, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité. Néanmoins, 3 mois après, la France a ratifié la mission des Nations Unies pour envoyer l'OTAN en Irak, en charge de la sécurité, en charge de l'armée, etc. En tout cas, de créer les bases d'un État irakien. Donc, ça veut dire que 2 mois après, la France a validé a posteriori l'intervention de Bush en Irak. Et donc ça, c'est vraiment un élément important et qui est un élément qu'on oublie toujours. Donc il y a vraiment cette espèce de démonstration en fait de la France. Non, nous on est non alignés presque, alors qu'en fait... Il y a eu ce communiqué de la France du ministère des Affaires étrangères. On peut peut-être le revoir. Olivier, ouais, tu dis orwellien, avec cette phrase, hein, nous réaffirmons le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque, phrase qui fait un petit peu écho à la phrase de Yael Braun-Pivet, hein, sauf qu'elle avait rajouté inconditionnellement. Lui, il a oublié visiblement inconditionnellement. Il y a aussi eu Macron, hein, qui a carrément dit que lui, la France rentrerait dans la défense d'Israël. Oui. Yazid, tu... c'est bien. Je veux dire, on lit ça. Parfois, franchement, hein, depuis le 7 octobre, moi j'ai l'impression qu'il y a une attaque concertée de toute la classe médiatico-politique française. Une attaque contre le bon sens. Parfois, tu as l'impression que le retournement et l'inversion accusatoire est telle qu'en fait, on se demande si on est sur la même planète, quoi. Que là, on parle quand même d'Israël qui a été quand même l'initiateur de cet engrenage. La première attaque, elle vient d'Israël, c'est pas l'inverse. Et là, pour le coup, l'Iran est dans le cadre d'une réplique qui est sacro-sainte au sens, en tout cas, du droit international. C'est que la Charte des Nations Unies prévoit justement ce que les Iraniens sont en train de faire, savoir répliquer à l'attaque d'un État étranger.
Mais ce qui est assez intéressant d'un point de vue de la conjoncture, c'est-à-dire qu'en fait, on en était presque à penser que Macron allait reconnaître l'État de la Palestine, etc. On était vraiment dans ce moment où finalement les puissances occidentales commençaient un peu à être tangentes. Et là, en fait, Israël attaque l'Iran. Et là, toutes les puissances occidentales se réalignent. Donc on voit vraiment... C'est pas un bon coup pour Israël. C'est une façon de recréer une forme de solidarité aussi, et on le voit, hein, c'est palpable, hein, ça vacillait un peu avec la flottille de la liberté, avec tous ces convois qui arrivent vers Gaza. C'est flagrant pour les gens que Israël ne veut pas faire entrer ni de pâtes, ni de riz, ni de choses qui ne sont absolument pas dangereuses pour la sécurité des Israéliens. Et là, ça rebascule en fait. Bah, il tente un coup. Parce que ça n'a jamais en fait basculé. C'était une illusion. C'était une illusion. C'était et très timide. Hein. Comment la bascule de l'opinion publique, et puis de l'opinion publique visible, en tout cas en France, était quand même extrêmement timide. Je pense notamment à toutes ces personnes qui étaient silencieuses et qui soudainement se rendaient compte que c'était quand même trop, etc. Il faut 60 000 morts pour qu'ils commencent à frémir un petit peu. Ouais. Mais en vérité, l'impérialisme poursuit un but. Inexorablement, il poursuit un but. Il n'a jamais dévié de ce but. De temps en temps, il fait des petites déviations comme ça, mais enfin, c'est léger. Et le but, eh bien, c'est d'anéantir totalement le Moyen-Orient et le soumettre à sa dévotion. Et le problème, il est là. Il est absolument là et pas ailleurs. Il est aussi de casser, là actuellement, il est de casser l'arrière-cour de la Russie et de la Chine au Moyen-Orient, puisqu'il y avait un partenariat très important de l'Iran avec la Russie. Et avec la Chine. Il y a la route de la soie. La route de la soie, il y a tout cela. Et il y a aussi, donc l'autre objectif, c'est aussi cela. L'autre objectif, c'est aussi l'arrière-cour, des BRICS et autres. Et alors, cette guerre-là, elle va reconfigurer beaucoup de choses, puisque l'Iran va devoir s'approvisionner en armes. On voit qu'il y a d'autres acteurs qui actuellement vont entrer en lice, le Pakistan notamment, qui a même parlé éventuellement de mettre sa bombe atomique sur la table s'il y avait une menace israélienne de ce point de vue. Seuls les musulmans qui ont la bombe. Comment les Pakistanais, seuls musulmans qui ont la bombe. Vous pouvez préciser un peu justement la Chine, les gens se posent des questions sur ces alliances possibles. Voilà. Netanyahou, je pense qu'il tente un coup, effectivement. Tu as raison de dire qu'effectivement, il joue son va-tout parce qu'il voit bien l'enlisement. De toute façon, aucun objectif militaire réel ne peut être atteint à Gaza. Gaza a été rasé. Et en fait, les images horribles qu'on voit émerger de Gaza, nous, on les voit depuis 2 ans. Mais il y a des gens, visiblement, ils les découvrent maintenant, commençaient un petit peu à être dérangeantes, au point où ils se retrouvaient à devoir accuser Macron ou je ne sais pas qui d'antisémitisme. Et là, effectivement, il y a un franchissement de seuil, mais qui peut précipiter, en fait, si tu veux, par le jeu des alliances, quelque chose qui va... largement au-delà de ce qu'on peut maîtriser. Donc là, tu disais tout à l'heure, les Pakistanais, le Pakistan prend quand même puissance nucléaire. Alors, en fait, il y a une reconfiguration. Il y a des choses qui existaient et qui existent à nouveau. Enfin, il y a un grand... Le Pakistan, et qui était un pays lié complètement à l'impérialisme, historiquement. Et l'Inde, qui à l'époque était liée au camp socialiste. C'est ça le paradoxe. Maintenant, il y a une sorte d'inversion. Et l'Inde, de par l'opposition, le Pakistan, de par ce qui se passe, la tension qu'il y a actuellement avec l'Inde, et on sait que l'Inde est un grand allié d'Israël. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a des soldats indiens qui se battent actuellement à Gaza contre les Palestiniens. Il y a des mercenaires indiens actuellement de l'armée. C'est absolument incroyable. Donc le Pakistan prend position actuellement, mais où je parlais de civilisation, de guerre de civilisation, n'oublions pas l'extrême proximité entre le Pakistan et l'Iran, au plan linguistique. Ce sont des sociétés extrêmement proches. Extrêmement proche. Et s'il y a un pays qui est très proche du Pakistan en termes linguistiques, c'est le Pakistan. Enfin, c'est des choses que les gens ne savent pas, mais justement, on prévoit une émission ultérieure pour revenir sur tout cela. Donc, il y a aussi ce côté. Il y a aussi ce côté, mais c'est aussi de la stratégie. Le Pakistan, comment on n'a pas envie que l'allié de son pire ennemi, l'Inde, triomphe sur l'Iran, avec lequel il a d'excellentes relations, etc., etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que comment c'est une guerre impérialiste à laquelle la France s'accroche, et c'est aussi là-dessus qu'il faudrait qu'on insiste, parce que la France... Dans le Tchad, les islamophobes sont main dans la main. Les islamophobes sont main dans la main. Et de façon assez simple de... Bien sûr, c'est exactement cela. Mais il y a aussi autre chose, c'est que tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'énergie nucléaire. C'est que l'énergie nucléaire, il y a des traités de non-prolifération qui sont importants, et normalement des pays qui ont l'arme nucléaire doivent se soumettre à des inspections.
Et a priori, ceux qui l'ont le font. Mais Israël ne le fait pas parce qu'officiellement, Israël n'a pas d'armes nucléaires. Mais pendant combien de temps on va encore laisser passer cette supercherie? C'est Israël l'agresseur, c'est Israël le chien fou qui est largué au Moyen-Orient actuellement pour faire le sale travail de l'impérialisme. Et la France est en train de s'aligner. Elle n'a pas le droit de faire la guerre. Elle va faire la guerre. Et là, on est en train d'attendre le moindre prétexte. La France intervient actuellement à partir de sa base des Émirats. Aux Émirats, il y a une base française et des avions français actuellement décollent pour abattre les drones et les défenses iraniennes. Ça, c'est extrêmement grave. La France est en guerre, il faut le savoir. D'ores et déjà. Marlène, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, ce qui me semble intéressant dans la conjoncture, c'est la position de la Chine, en réalité, puisque la Chine, pour l'instant, n'avait pas une position diplomatique forte par rapport à ça, dans la région, etc. On sait juste que la Chine avait organisé des négociations, il me semble, l'année dernière, entre les 14 fractions palestiniennes et des représentants d'Israël. Donc c'était quand même assez inédit pour la Chine de prendre position diplomatiquement, alors qu'on dit souvent que c'est un géant économique, mais politiquement, elle n'est pas elle prend pas forcément des positions très fortes. Et là, il me semble que c'est la première fois que diplomatiquement, la Chine s'exprime pour dire que l'Iran est agressé et qu'elle est prête à apporter un soutien financier, si j'ai bien compris. Alors, dans le chat, des gens disaient qu'il y avait eu par bateau déjà des cargaisons. Alors je ne sais pas, c'est une information qui a été donnée sur le chat. C'était officiel, par contre. Voilà. En tout cas, la prise de position est officielle. La prise de position du ministère des Affaires étrangères chinois, elle est officielle. Et ça indique un position de tournant. soutien. D'ailleurs, il a appelé aussi l'homologue israélien pour lui indiquer que l'agression dont ils se sont rendus coupables était contraire au droit international. Donc là, ça a été dit. Comme il y a déjà eu d'ailleurs plusieurs accrochages, y compris à l'ONU, entre les délégations israéliennes et chinoises, parce que, en fait, effectivement, la posture de la Chine, globalement, c'est une posture de tempérance et de priorité donnée au droit international et d'évitement des escalades. Ça, c'est un peu leur position, et je pense qu'ils voient bien qu'au Moyen-Orient, ils manipulent un matériau qui est très explosif. Donc, je pense qu'ils n'ont pas... Et puis, ils ont des relations... C'est le précaré des États-Unis. Dans le micro. De fait, oui. Et c'est le précaré des États-Unis. Tout à fait, qui par ailleurs est aussi l'ennemi juré des Chinois. Mais là, bon, je pense que en fait, comme les choses quand même prennent des proportions qui potentiellement peuvent passer hors de contrôle du jour au lendemain, ça va précipiter des prises de position aujourd'hui des Chinois. Il y a la Russie aussi qui est un allié historique de l'Iran. Donc tout va dépendre en vérité de ce qui va se passer sur le terrain concrètement, l'ampleur des dégâts, l'ampleur des dévastations. Aujourd'hui, j'ai vu que le district 3 de Téhéran a été appelé par l'armée israélienne à évacuer. Donc, en fait, exactement. On parle quand même d'une ville qui a des milliers d'années, qui est habitée du coup par des familles. Enfin, voilà. Ils veulent réduire cette ville en centre, quoi. C'est quand même incroyable. Une ville surpeuplée. C'est pour ça que je parle de guerre de civilisation. Hein. On a affaire à des, disons-le, hein, toute la civilisation occidentale qui a détruit successivement la civilisation mésopotamienne, qui a détruit la civilisation assyrienne, qui est en train de vouloir détruire la civilisation persane. C'est effroyable. C'est effroyable ce qui se passe actuellement. Et quand vous savez que l'Iran est un musée à ciel ouvert. L'Iran est un musée à ciel ouvert comme la Syrie, comme l'Irak. Rappelez-vous tout. Bah bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, c'est un pays extraordinaire et les destructions sont absolument épouvantables. Alors le problème, c'est qu'on va encore nous vendre la destruction de l'Iran, exactement comme on a vendu à des gogos français, pas que français, la destruction de l'Irak, la Syrie. Vous comprenez, dictature. Mais le problème, c'est que la dictature, il y a plein de dictateurs comme dans le monde, et cela ne justifie pas de détruire des pays pierre sur pierre. Marlène ? Oui, tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, sur ce sujet, la France Insoumise a tenu quand même une position courageuse, encore une fois, en disant qu'effectivement, si la France Insoumise n'était pas en faveur du régime iranien, néanmoins, il était clair que le problème, c'était Israël, et c'était le bombardement. On peut mettre le communiqué de la France Insoumise, Marlène, peut-être voir un peu plus. C'était le seul communiqué politique à la hauteur. Hein. Moi, je les ai tous regardés. J'ai envie de dire comme d'habitude. Depuis 2 ans, quoi. Enfin, depuis 2 ans, même avant, en vérité. Mais c'est vrai que c'est dans ce genre de moment qu'on voit les rangs se resserrer dans le camp impérialiste, quoi. C'est qu'en fait, tu as un consensus qui est... alors, j'ai pas vu exactement quelles étaient les positions des Verts et des socialistes sur les sujets, mais en fait... ils disent rien. Ils disent rien, oui. Ça me rappelle un petit peu les moments type invasion russe en Ukraine, ces moments-là où en fait, tout le monde tout le rang qui se resserre et tout le monde qui parle comme un seul homme. Excuse-moi, Marlène, en s'alignant sur... je voulais qu'on mette le communiqué, mais il n'arrive pas, donc continue. Ah, il est là, pardon. Désolé, Olivier.
Oui, donc l'attaque militaire lancée la nuit dernière par Netanyahou contre l'Iran exacerbe le risque de généralisation de la guerre à tout le Proche-Orient. Voilà, on pensait que ça se passerait autrement, donc finalement pas d'étonnement. Cette escalade est aussi le résultat de la dénonciation unilatérale lors du premier mandat de Trump de l'accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran et qui le respectait scrupuleusement selon l'AIEA. L'AIEA. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis ça parle de Gaza aussi, bien sûr, toujours. L'urgence est de mettre fin à l'impunité dont jouit Netanyahou. Disons aussi le deux poids, deux mesures. Marlène? Oui, moi je pense que c'est quand même très courageux de la part de la France insoumise, sachant que l'Iran c'est quand même compliqué, je pense politiquement, vu tout ce qui circule à ce sujet, et on peut reconnaître qu'encore une fois, comme tu l'as dit Yazid, un peu pour la France insoumise tient la ligne, ce qui est très très positif. Mais oui, c'est positif et heureusement, encore une fois, qu'ils sont quand même là pour relever un peu le niveau général, surtout quand on a un gouvernement qui est capable de faire de tels communiqués, qu'ont même été, j'ai vu que le communiqué de la France avait été même repris par les rapporteurs de l'ONU en disant que c'était un scandale que la France soutienne à ce point une attaque. Oui. Alors, juste, je voulais dire un petit mot par rapport aux histoires, tu sais, du régime iranien qui est affreux et atroce, etc. En fait, je trouve que c'est intéressant dans le cas précis de l'Iran, parce que pour ceux qui s'en souviennent, et je pense que Youssef il sait bien de quoi je parle, en fait il fut un temps où les Iraniens s'étaient dotés d'un régime qui était tout à fait sympa, progressiste, qui avait nationalisé le pétrole, etc. Mossadegh. Exactement, qui a été abattu par les gens qui aujourd'hui sont en train de s'en prendre au régime qui de fait a émergé du fait de l'interventionnisme américain. Parce que suite au coup d'État qui a été organisé par les Américains et la CIA en particulier en Iran dans les années 50, a émergé un régime fantoche, atroce, inégalitaire au possible, dont on a quelques images comme ça qui parsèment parfois les réseaux sociaux, des jolies images de femmes qui sont dévêtues, etc. Mais dont la réalité a été que c'était un régime extrêmement inégalitaire. C'est un pays dans lequel on ne vivait pas bien, l'Iran sous le Shah. D'ailleurs, le fils du Shah, vous avez peut-être vu circuler une image, il était Reza Pahlavi avec un ministre israélien. Il y a pas de jour. Enfin, ils se sont serrés la main. Il y a une photo qui circule sur les réseaux. Et l'entête, c'était bientôt à Téhéran. Ça a été relayé par le ministre lui-même. J'ai oublié le nom du ministre. Peut-être que quelqu'un peut retrouver la photo. Elle a circulé ce week-end. Donc voilà, en fait, comment dire le régime iranien d'aujourd'hui, qui effectivement n'est pas un régime communiste, marxiste, progressiste, tout ce qu'on veut, féministe, en fait, il vient pas de nulle part. Il vient pas de nulle part, et les gens à qui on le doit sont les gens qui nous promettent qu'ils vont le renverser pour amener mieux demain. Moi, la question que je me pose, c'est comment un régime peut être progressiste quand on est sous sanctions économiques. En fait. C'est le même problème qu'à Cuba, le même problème qu'au Venezuela, le même problème que partout. En fait, quand vous êtes soumis au feu cumulé de toutes les puissances occidentales et impérialistes, c'est quand même compliqué de collaborer gentiment avec l'opposition parlementaire. Et surtout que là, quand les femmes iraniennes se font attaquer par Israël, on les voit pas se couper les cheveux, on les voit pas. Là, c'est voilà, là. Ça y est, erreur 404. Silence radio. Erreur 404. Pourtant, les femmes iraniennes, elles souffrent là de la même façon. Enfin, c'est fou le niveau d'insolence des Occidentaux. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours ce côté civilisationnel et surtout la guerre, l'impérialisme qui mène la guerre partout dans le monde. Je crois que Marlène, tu connais un peu la situation de la guerre, parce que ça fait aussi écho à la guerre en Ukraine. Je veux dire, on a cette guerre, de la résolution des conflits uniquement par la guerre. Et je crois que c'est un peu ça. Je veux dire, c'est l'espèce de spirale dans laquelle la France se laisse pas entraîner. Elle devance, elle est en tête. Elle est avant-garde, là. Je crois qu'on peut... Pour le coup, c'est bien d'insister sur les femmes iraniennes, parce que c'est typiquement le bouclier humain qui est utilisé systématiquement par les impérialistes qui ont de la bonne conscience, quoi, et qui se disent, voilà, y a les femmes afghanes, les femmes iraniennes, les homosexuels de Gaza, voilà. Ça, c'est les boucliers humains qu'on met devant, et puis derrière, on a les F-16 et les F-35, quoi. Par
rapport à ce que tu dis, Youssef, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Alors que Trump a essayé de négocier la paix avec la Russie, bon, certes, à des conditions extrêmement désavantageuses pour l'Ukraine, les fonds d'investissement qui vont exploiter les ressources, etc. Cela dit, il y avait déjà des fonds d'investissement qui le faisaient, donc c'est pas non plus complètement nouveau. C'est pas complètement nouveau. La France a voulu être à l'avant-garde de l'envoi d'armes, etc., pour dire non, nous on est contre le fait que la guerre se termine et avec l'Allemagne, avec l'Europe. En fait, on va réarmer l'Europe alors qu'il est possible de négocier une paix avec Poutine. L'Europe, les États européens prennent les devants pour dire que eux ne veulent pas la paix, eux ils veulent la guerre. Donc on est vraiment dans cette logique impérialiste, mais d'ailleurs qui je pense, recoupe tout à fait la crise économique que l'Europe est en train de vivre. En fait, on est dans une période de crise du capitalisme en fait qui est structurelle. Et là, en fait, comment est-ce qu'on se sort de la crise? On fait la guerre, assez simplement. Juste sur la sincérité de Trump dans ses négociations. Ouais, j'en reste là. Sur la sincérité de Trump dans les négociations, le premier bombardement qui a eu lieu là, vendredi a massacré, je pense, l'essentiel de l'équipe des négociateurs côté iranien. Si ce n'est pas la totalité, je crois qu'il y a tout le monde qui est toute l'équipe des négociateurs a été décimée. C'était un début. Voilà comment l'impérialisme règle les choses. Voilà il ouvre des négociations et après liquide tous les négociateurs. Ça me fait penser aussi, en Ukraine, il y avait eu un précédent, mais on en reviendra, mais qui est très très similaire à cela, où on avait assassiné les négociateurs ukrainiens qui étaient sur le point de conclure au tout début de l'affrontement. Il y avait eu quelque chose de similaire. Mais donc voilà, ce que je veux dire simplement aux gens, c'est que c'est pas une petite guerre, c'est qu'on est face à une guerre terrible et que les buts de guerre, eh bien, ça n'a rien à voir avec la paix. Alors, moi, je dis ça par rapport à tous ces gens qui vont encore nous sortir comment l'Iran dictateur, exactement comme dans les années 90, on disait Saddam Hussein dictateur, et ça a justifié absolument l'écrasement de l'Irak. Il faut que certains commencent à réfléchir au-delà de uniquement l'affect. On peut tout à fait être contre un régime, mais là, on parle de guerre de civilisation, où il s'agit de détruire des États, non pas simplement de changer des régimes. Officiellement, et c'est même pas des régimes, c'est de changer, c'est de bouleverser, de détruire des États. Merci. Alors, je suis désolée, je sais que vous aviez encore beaucoup de choses à dire, mais bon, on a des invités qui sont là, qui nous attendent, et puis on va quand même, on va aborder un dernier sujet, parce que je sais que vous la soutenez aussi. Amel Bentounsi, donc, qui est fondatrice d'Urgence Notre Police Assassine, qui était aussi candidate aux législatives à Meaux l'année dernière, eh bien, elle appelle à notre solidarité, puisque elle lance une cagnotte. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en février dernier, elle avait essayé d'organiser l'inauguration d'un camion solidaire, et puis il y a eu des petites, on va dire, des bâtons dans les roues, puisque Jean-François Copé, c'est le pain au chocolat, Jean-François Copé, c'est ça. Le maire de Meaux, alors droite, eh bien. C'est la loi du niqab. C'est ça, voilà, c'est lui. Eh bien, celui-là est venu pour créer des enlève son téléphone, Youssef, pour les empêcher en fait de mener cette action de solidarité. Et donc, elle décide de porter plainte. Elle porte plainte pour diffamation, puisque depuis que Amel aussi a été candidate, eh bien, il a souvent eu des propos à son égard. Donc, elle a ouvert une cagnotte. Je pense qu'on va mettre le lien, si on peut aussi mettre directement le lien sur le chat. Alors voilà, elle demande à réunir 3 000 € avant le 1er juillet 2025, sans quoi la plainte sera rejetée. Donc on la soutient, donc si vous pouvez donner un petit peu, donner, comme vous pouvez donner au Tipeee de Parole d'Honneur, elle a besoin relayer. Avant quelle date donc Avant le 1er juillet. Voilà. Donc 3 000 €, c'est pas énorme, en vrai. Si tout le monde donne un petit peu, c'est pas énorme. Et puis Jean-François Copé, alors quand même Jean-François Copé, sacré ennemi quand même, sacré ennemi politique. Et puis son futur adversaire, si j'ai bien compris, au municipal de mars 26. Voilà. Ça promet. Donc on soutient Amal. Merci à tous. Merci Marlène. Merci Yazid, merci. Analyste décolonial. Et merci Youssef. Ils sont là, nos invités d'après? Ils arrivent. Ils arrivent, super.
Super. Alors, on rappelle le Tipeee, hein, notre campagne de dons, elle est terminée, mais on appelle quand même, on continue à appeler aux dons réguliers, aux dons mensuels, parce que c'est ça qui nous aide le plus. Alors là, on a passé le cap des 7 500 € par mois, il me semble. Oui, à peu près. Oui. Super, et on remercie encore tous ceux qui ont participé. On veut arriver aux 10 000, aux 10 cas. Oui, bien sûr. Hein. Pour avoir ce qu'on appelle la sécurité financière, donc la sécurité politique en même temps, parce que ça va ensemble. Il y a la revue aussi que vous pouvez toujours acheter, la revue numéro 3, le Nous. Oui, on va passer à Guerre à la guerre dans le chat, tout à fait. Et le 3, Petit Blanc, Fascisme, Révolution, toujours en vente. Et juste pour ajouter qu'on fera une émission plus complète sur l'Iran, hein, ces jours-ci. Bien sûr. Cette semaine, tu as bien raison de le dire, Youssef, normalement, alors on ne va pas encore donner les noms des invités parce que c'est en train de se préparer, mais il y aura effectivement une grande émission avec des spécialistes pour entrer dans les détails. Je pense que les gens en ont bien besoin. Et puis, si on est au niveau des annonces, lundi prochain, il y aura également une émission avec Monique Chemillet-Gendreau, qui est une grande juriste internationale. Et alors, ça sera en journée, c'est le problème. Hein, donc, ça sera en journée à 11h, normalement, lundi prochain. Hein, donc, prévoyez déjà. Et puis c'est sur YouTube après. Oui, après, ça sera mis sur YouTube. Mais vraiment, ça vaudra la peine. Et ça sera aussi avec Raphaël Maison, qui est aussi professeur de droit international. Hein. Merci, Youssef. Beaucoup de choses qui vont arriver là. Oui. Oui. Mettez le lien pour la cagnotte d'Amel Bentounsi. Ah, vous l'avez pas? Alors moi je vous l'envoie. C'est un lien, c'est un GoFundMe là. Et n'hésitez pas à partager, hein, comme disait Yazid, dans vos contacts, dans vos réseaux. Femme très courageuse, Amal, très tenace. Mettez le lien et... Les invités sont là? D'accord. On va accueillir le collectif Guerre à la guerre, mais dont tu fais partie, Marlène. Tu veux rester? Non, pas exactement dans le collectif Guerre à la guerre, moi je représente la France Insoumise dans l'interorga initié par Guerre à la guerre. Ok, t'es mandatée pour être celle qui parle au nom de la France Insoumise. Oui. Bah franchement, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que t'es top. Super, Marlène.